Alors, les pachychoroïdes, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, ce sont des pathologies que vous connaissez. Merci beaucoup. Donc, ce sont des pathologies que vous connaissez et qui, avec les nouveaux appareils d'OCT qui ont permis de visualiser la choroïde, ont en fait été mis avec des entités cliniques nouvelles, finalement des concepts récents, mais ce sont des maladies que vous connaissez et que l'OCT nous a révélées appartenant à un spectre de choroïdes épaisses. On va le voir, décrit initialement par Bailey-Freund en 2013. C'est une choroïde épaisse de façon focale ou diffuse. Une choroïde normale, on va dire que c'est 250 microns, même si son épaisseur va diminuer avec l'âge. Ici, on parle d'épaississement important, des patients qui ont 500, 600, 700 microns d'épaisseur, avec au niveau anatomique, dilatation des vaisseaux de la couche de Haller et un amincissement de la choriocapillaire et de la couche de Sattler, et une hyperperméabilité choroïdienne en ICG. Donc, on a des patients qui ont une choroïde épaisse, et ensuite, on va décrire plusieurs formes cliniques. Alors, les acronymes sont compliqués, mais vous allez le voir, ça va être très simple en image ensuite. Donc, la pachychoroïde pigment épithéliopathie, ou PPE, la CRSC, la pachychoroïde néovasculaire, la vasculopathie polypoïdale, et ensuite la pachychoroïde péripapillaire. Alors, la PPE, oui, c'est une entité nouvelle parce qu'avant, ce sont des patients qui avaient un OCT dit normal ou avec quelques altérations de l'épithélium pigmentaire et qui, ensuite, par la visualisation de la choroïde épaisse, a été classifié dans donc, une pachychoroïde pigment épithéliopathie. Ils ont un fond d'œil normal ou quelques altérations de l'épithélium pigmentaire, éventuellement un petit DEP. Et on dit que ça pourrait être l'équivalent d'une CRSC sans fluide. Des patients qui avant étaient finalement asymptomatiques et iconographiés, maintenant et classés. La CRSC, vous connaissez bien, donc pathologie fréquente avec ses formes aiguës, chroniques ou récurrentes, avec une imagerie en autofluorescence, le point de fuite en angiographie à la fluorescéine, l'hyperperméabilité choroïdienne, le DSR en OCT, et maintenant on décrira en plus un épaississement de la choroïde, on va le voir par la suite. Et j'insiste sur l'autofluorescence qui va pouvoir montrer chez des patients qui n'avaient rien décrit par le passé des séquelles de poussée antérieure, et à ce moment-là on va la classer dans une forme chronique. Donc vous pouvez, donc on a parlé de la choroïde épaisse et du DSR, mais en OCT on aura d'autres signes. On aura les logettes dégénératives dans les formes chroniques, le point de fuite où on peut visualiser en OCT un petit DEP. Alors là encore un acronyme compliqué, mais vous allez voir c'est assez simple. Alors le FIPED, on le voit, on en parle beaucoup. C'est donc Flight Irregular Pigment Epitheliopathie Detachment, un DEP plat et irrégulier qui est souvent associé à du fluide. Et là on se pose beaucoup, on s'interroge beaucoup sur la présence ou non de néovaisseaux associés, parce que le FIPED et le DSR sont des signes cliniques de pachychoroïde, pas forcément néovasculaires. On aura également de la fibrine et puis, vous le savez, un élargissement des segments internes des photorécepteurs dans les DSR chroniques. Qu'en est-il des néovaisseaux? Alors, la visualisation des néovaisseaux est parfois délicate puisque les pachychoroïdes et les néovaisseaux vont partager des symptômes communs. En tout cas, l'OCT angiographie, David nous en parlait tout à l'heure, a toute sa place, et particulièrement dans ces pathologies, pour dépister ces néovaisseaux qui, dans les études, seraient relativement fréquents puisqu'ils pourraient concerner près d'un tiers des pachychoroïdes. Les formes particulières, je pense qu'on peut en passer, c'est très anecdotique. La pachychoroïde néovasculaire, on a commencé à en discuter. Puis tout ça, je passe assez rapidement, puisqu'après, on va avoir des cas cliniques, on pourra analyser les images ensemble. Donc, la présence de néovaisseaux, et c'est vraiment la confrontation des images, l'imagerie multimodale, qui nous permettra de les suspecter et ensuite de les traiter. Alors, la péripapillaire pachychoroïde syndrome, ce sont ces formes très évoluées. Alors, on les appelait ERD, avec les coulées gravitationnelles. En fait, les altérations de l'épithélium pigmentaire sont surtout centrées autour du nerf optique et présentent des logettes dégénératives et des anomalies, en particulier en interpapillomaculaire. Alors, le traitement des pachychoroïdes et des poussées de CRSC, dans ces formes aiguës ou chroniques, vous les connaissez. On va passer très rapidement. Le laser focal, vous le savez, peut résorber plus rapidement le DSR, mais ne jouera pas sur les récurrences à long terme.
La PDT, et en particulier à demi-fluence, dont on a eu des difficultés d'approvisionnement ces derniers temps, et qui devient de nouveau disponible, est vraiment un traitement que l'on utilise régulièrement dans les formes chroniques avec une bonne efficacité. Et l'anti-aldostérone, on en a parlé beaucoup, l'INSPRA, après des résultats extrêmement on va dire satisfaisants en 2015 et qui nous laissaient passer beaucoup de... Voilà, on y accordait beaucoup d'espoir. Ils ont été malheureusement déçus dans une étude randomisée en double insu contre placebo. L'INSPRA et les anti-aldostérones n'ont pas démontré leur efficacité et les conclusions des auteurs disent que les ophtalmologistes qui l'utilisaient devraient maintenant arrêter de le faire. Bon. Pour la forme néovasculaire, ce sont les anti-EVEGF. Et puis une autre entité donc, que vous connaissez, mais qui maintenant est classée dans le spectre des pachychoroïdes, c'est la vasculopathie polypolydale. Parce qu'effectivement, dans les formes de néovaisseaux, que ce soit la DMLA ou le myope fort, ils ont des choroïdes fines. Ici, la choroïde, elle est plus épaisse, corrélée à l'âge. Vous voyez ici une imagerie donc, chez un patient âgé de polype, dont la choroïde n'est finalement pas est plus épaisse que ce qu'on s'attendrait à voir. Donc maintenant, en images, on va raisonner ensemble. Je vous le disais, c'est des maladies que vous connaissez, c'est tout simplement les concepts qui sont différents qui les classifient. On va regarder le cas de Madame C. Elle a 74 ans, elle est sous cortencile depuis 3 ans, elle a une polyarthrite pseudo-rhizomélique et on n'arrive pas à la sevrer en corticoïdes. Dès qu'on les arrête, la CRP monte, ses symptômes aussi. Elle a une acuité à 20/200 P10, elle a également une cataracte. Je vous montre ici l'OCT. Donc, vous observez la bulle de DSR, la choroïde épaissie, et voici ici les images angiographiques. On peut remarquer une petite zone de diffusion supéromaculaire et une hyperperméabilité choroïdienne en ICG. Est-ce que pour vous, c'est une DMLA? Est-ce que c'est autre chose? Allez-y, lancez-vous. Bon, je pense qu'on est d'accord pour parler cette fois-ci de CRSC. Et dans sa forme chronique, une patiente, on a essayé d'attendre, ça ne se résorbait pas. Elle a été opérée de la cataracte, on lui a fait la PDT à demi-fluence avec un très bon résultat anatomique et fonctionnel. Ici, Madame H, elle a 64 ans, elle a un scotome récent au niveau de l'œil gauche, 20/160 P20. Voici ici donc des altérations de l'épithélium pigmentaire bilatéral sur la rétino et en autofluorescence. Voici ici l'image, et je vous assure, c'est la plus subjective en OCT, la seule où on voit un petit peu de fluide et ce décollement de l'épithélium pigmentaire. Alors c'est vrai, il est plat et irrégulier. Petite lame de liquide. Voici ici les images angiographiques. Est-ce que vous pensez qu'il y a des néovaisseaux? On n'a pas l'OCT angio à ce moment-là, lorsque je vois la patiente. Est-ce que vous pensez qu'il y a des néovaisseaux associés? Est-ce que c'est tout simplement une CRSC? Je ne l'avais pas. Il fallait décider. Oui, alors il est tardif à 11 minutes, mais... Oui, alors justement, on trouvait que l'angiographie était suggestive de néovaisseaux avec des diffusions des pinpoints. On a décidé de la traiter. Je lui ai fait plusieurs injections sur cette donc, image. Et après avoir diminué son DSR, après 6 injections, elle reflambe son liquide. Alors on se demande si vraiment il y avait des néovaisseaux là-dessous ou pas. Maintenant, on a l'OCT angio qui nous a rassurés dans notre décision. Elle avait bien des néovaisseaux, on avait bien fait de la traiter, mais elle avait fait aussi une poussée de CRSC en cours d'injection. Voilà. Monsieur F, alors il est habité en région parisienne, il nous a adressé par un confrère puisqu'il a déménagé dans le sud, il a déjà bénéficié de 2 PDT demi-fluence, il est sous INSPRA, il nous dit que depuis qu'il est sous INSPRA, il va très bien, il n'y a plus de liquide, il a une bonne vision, il ne veut surtout pas qu'on l'arrête. Je vous montre les images donc, de la rétino, vous pouvez voir de façon bilatérale ces altérations autour du nerf optique ainsi que donc en hyper-autofluorescence, enfin en autofluorescence je veux dire. Voici ici les images en OCT. Donc on a un petit peu de liquide, un petit DEP d'élogète en interpapillomaculaire, mais au niveau de la fovea, ça va très bien. Voici ici les images en angio. Est-ce que maintenant comment vous classeriez sa pathologie? On est dans la forme péripapillaire. Et est-ce que du coup vous lui continuez ou vous les arrêtez son INSPRA? Voilà. Oui, oui.
Alors effectivement, donc il était effectivement très bien avec, il voulait surtout pas qu'on l'arrête, donc on l'a continué. Maintenant par contre, il présente une hyperkaliémie après 2 ans de traitement. Il faut continuer à les traiter, même quand ils n'ont pas fait de problème voilà, de déséquilibre du iono. Un des effets secondaires, c'est l'hyperkaliémie. Il faut continuer à les surveiller de façon au moins mensuelle. Là maintenant, il commence à déséquilibrer son potassium, donc on a commencé à discuter qu'il fallait peut-être l'arrêter. Et enfin, donc, je vous présente le dernier cas. Madame J, elle a 65 ans. À 54 ans, elle a présenté des altérations de l'épithélium pigmentaire. Elle a compte rendu initial décrivait des drusènes, peut-être un peu jeune chez cette patiente. Voici ici ces images. Donc effectivement, ça peut tout à fait passer pour une maculopathie liée à l'âge. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la choroïde, et ben là, elle a une choroïde très épaisse. Alors, on pourrait aussi la classifier en PPE, hein, la première entité dont on avait discuté. Monsieur M, je vais passer. C'est un patient qui faisait une poussée de CRSC à 65 ans. Il faut continuer à y penser et ne pas toujours dégainer les injections dès qu'on voit du liquide après 55 ans. Voilà, donc j'espère que tout est plus clair pour vous sur les pachychoroïdes. Je remercie Paulina Astros qui avait participé avec moi pour faire ce topo, puisqu'on avait un topo commun pachychoroïdes et polypes. Et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. C'est du hiératique, parce que... Tu lis pas ça, hein? Si. Tu lis alors? Aussi. Oui, ça c'est pour l'année prochaine, Clémence, pour que tu m'invites. C'est les travaux en cours que je fais de traduction d'un vieux papyrus, et ce sont des remèdes ophtalmo. Ah, ok. Merci beaucoup. Ah bah avec plaisir. Est-ce que Jennifer, finalement, les pachychoroïdes, c'est pas le diagnostic différentiel des DMLA? Parce que, en fait, c'est assez proche. Alors justement, je pense que et ça reste fréquent, après 60 ans aussi. Donc c'est un diagnostic différentiel, et on sait que la partie néovasculaire peut concerner les 2 entités. Finalement, là où c'est le plus difficile, c'est quand on voit un DSR, qu'il a l'âge de la DMLA et qu'on va décider de ne pas l'injecter. On se demande si on a bien fait ou pas, mais je pense qu'il faut essayer de continuer à confronter les images et se poser des questions. Bon, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Bon. Merci, on va enchaîner. On va enchaîner sur les 2 symposiums.